Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, écoute, cette belle journée. Le soleil qui se lève sur Paris, donc ça va. Il fait beau et pas trop chaud, donc ça va. Je dis qu'il se lève alors qu'on enregistre à 19h du soir, mais écoute. C'est vrai. Il va plutôt bientôt se coucher, mais enfin, pas tout de suite. Plutôt vers la fin de la journée que le début. Hein. J'ai une petite question, Ista, parce qu'on se pose pas trop ces questions. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu joues à des jeux? Tu regardes des films, des séries? Qu'est-ce qui t'anime là un peu en ce moment dont on parle pas dans le podcast? Ah, dont on parle pas dans le podcast? Bah, parce que là, oui, évidemment, tu vas me dire, j'ai vu X-Men 97. Oui, effectivement. Tu as vu toute la série, je suis... Oui, mais j'ai vu un autre film X-Men dans l'après-midi, mais pas 97. Ah, là, t'es à fond dedans, quoi. Ouais, je suis à fond dedans. J'ai lu du Spider-Man aussi. Ah, peut-être prochaine série, peut-être. Peut-être, ouais. Marvel à être réanimé d'entre les morts. Moi, je suis dans Batman. Là, j'ai repris la série animée parce que ça fait quelques mois que je l'avais recommencé. Et là, j'ai regardé des épisodes, j'en ai enchaîné 3. Du coup, voilà, je me prépare pour Caped Crusader. Ah bah en voilà. août, Bah, qui va sortir. j'ai fait de l'appareil pour X-Men, moi. Hein. C'est vrai que tu t'es tapé toute la série de 92. T'as lu tous les comics sortis de X-Men depuis... Non, c'est pas possible ça. T'imagines? Ouais, bah, et en parlant de comics, toi, est-ce que tu as lu des comics X-Men? Parce que bon, on connaît les X-Men un peu tous, parce qu'on les a vus tous au cinéma ou autre part, on a tous un petit lien avec les X-Men quelque part, mais est-ce que tu as un attache avec les comics, toi, X-Men, Ista? Ah bah écoute, il me semble que mon premier comics, c'est un comics X-Men. Ah oui, d'accord. C'est un truc que j'avais acheté dans un bureau de tabac, tu sais, les petits fascicules. Ouais. C'était quand j'étais jeune, et, je sais même plus c'était quoi, de quoi ça parlait. Je me rappelle juste qu'il y avait Psylocke et Archangel dedans. Ok. Et j'avais trouvé la couverture trop belle, je l'avais acheté, mais je crois que j'avais rien compris à l'histoire parce que ça devait être au milieu d'un run. Voilà, je connaissais pas du tout la grammaire des comics et tout, comment ça fonctionnait, etc. J'avais juste acheté ça parce que je trouvais ça beau, quoi. Mais après, plus tard, oui, quand je me suis vraiment mis aux comics, j'ai lu un peu d'X-Men, notamment Old Man Logan. Ouais, bah moi aussi je l'ai lu, ouais. Un des rares comics X-Men que j'ai lu. Ouais. Voilà, et dernièrement, je me suis mis à l'ère Krakoa, donc la dernière ère initiée par Jonathan Hickman avec donc l'île de Krakoa. Et ça, j'ai lu beaucoup j'ai lu beaucoup de comics de ça dernièrement là. Ouais. L'année dernière en fait. Voilà. Ok, bah moi ma connaissance des comics X-Men, j'en ai pas beaucoup. En comics, Oui, il y j'en ai pas lu a beaucoup. House of M aussi que j'ai lu. Voilà. Ah, sauf ok. C'est avec je sais Honda. plus que le méchant. Non, ah oui, non, c'est Honda, ok, d'accord. Tu vois ma connaissance aux comics X-Men. Moi, j'ai vu Old Man Logan à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Après, j'ai vu le film. Mais c'est vrai que ma connaissance des comics X-Men, elle a été refaite avec X-Men 97, j'ai envie de dire, puisque c'est très proche des comics, pour le coup. Oui, ça reprend des arcs des comics, ouais. C'est ça, et la saga X-Men au cinéma, là, tu t'es refait à peu près... quelques films. Moi, je vais commencer à dire ce que je pense de la saga X-Men au cinéma. Enfin, je vais pas revenir sur chaque film, mais voilà, j'aime beaucoup les deux premiers de Bryan Singer. Je trouve qu'il avait une approche qui était assez intéressante, surtout dans les années 2000, avant Nolan, avant Batman Begins, quand même, qui avait un ton un peu sérieux, même si c'était pas aussi terre à terre, aussi sérieux que Nolan après. Mais il y avait une approche intéressante. C'était un des premiers film de super-héros d'équipe aussi, donc ils avaient plutôt bien géré ça, même si Ista va dire que certains personnages se sont fait maltraiter. Mais ouais, je trouve que c'est une saga qui a été qui a chuté très vite, quoi. À partir de X-Men 3, les films sont très mauvais, ou peut-être moyens pour certains, mais moi à part X-Men le commencement et Logan, post X-Men 2, je crois que c'est très compliqué quand même, je trouve. Les films Wolverine, c'était très compliqué. La renaissance des X-Men avec le commencement, je trouve qu'elle a commencé super bien avec le commencement, mais après ça fait que descendre, chuter jusqu'à Dark Phoenix, Apocalypse, tout ça où c'était l'enfer, les nouveaux mutants là. Et voilà, moi c'est un peu ça mon approche de la saga X-Men. Mais quand j'étais petit, évidemment, X-Men c'était une grosse part de mon enfance, comme Batman et comme Spider-Man, je pense, comme beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui ont une jeunesse dans les années 2000 comme moi. Et toi, Ista, du coup? Moi, j'avais
Ouais, plutôt un bon souvenir des 2 premiers. Après, le 3, ouais, il est pas bien. Wolverine, il est pas bien non plus. Enfin, en tout cas, c'est très inégal comme saga. Il y a quand même beaucoup de mauvais, je trouve, dedans au final. Ouais. Le bilan. Même s'il y en a qui sont un peu plus sympas. Là, j'ai revu les 2 premiers. Ouais, moi, le premier, bon, je trouve. Après, je pense qu'il faut le remettre dans son contexte parce que là, maintenant, je trouve qu'il a très mal vieilli, personnellement. Ah ouais. Et le 2, là, je l'ai vu, je trouve cool quand même. Je trouve qu'il y a un bon rythme, il y a des bonnes scènes d'action. C'est Il y a parce des qu'il y a bons Diablo, moments. ça. Il y a il y a de l'humour qui marche pas mal, mais je trouve quand même, moi, que toi, tu disais l'équipe. Moi, je trouve que l'équipe, on la sent pas, en fait. Je trouve que l'équipe, elle est pas là, quoi. C'est vraiment Wolverine, quoi. En fait, Cyclope, tu le vois pratiquement pas du film au final. Immigré Storm, j'y crois pas trop, donc j'ai du mal un peu. Mais le film est sympa à regarder. Mais ouais, c'est une saga assez inégale et aussi le fait qu'ils aient pas des costumes très colorés. Même si dans First Class, il avait fait. En fait, First Class est mon préféré parce que c'est celui qui, je trouve, assume le plus le côté comics, le côté adaptation de comics, en fait. Où ils ont des costumes colorés, très jaunes, tout ça. Oui, voilà, oui. quoi. Ok, t'aimes pas Dark Phoenix? Ah non, pas du tout. Ah bon, bizarre, je sais pas pourquoi. Bizarre, hein. Et du coup, Ista, c'est le seul à avoir fait ses devoirs puisqu'il s'est tapé les 5 saisons de X-Men 92, du coup la série de base animée. Et du coup, j'ai vu des images, j'ai vu quelques trucs, des récaps et tout ça, mais je n'ai pas vu vraiment la série. Mais est-ce qu'elle vaut le coup pour une série qui est sortie dans les années 90? Elle vaut le coup pour le côté où elle adapte des arcs de comics qui existent vraiment, l'arc du Phénix, de Dark Phoenix, etc. Je pense que la meilleure adaptation de Phoenix, c'est là-dedans, clairement. Pas compliqué. Voilà, il y en a avec Apocalypse, il y a Sinister et tout. Mais après, le show, bon, ça a un peu vieilli, hein, parce que c'est 92, quoi. Ouais. Les dialogues sont un peu pourris. Déjà, faut pas regarder la VF, parce que la VF est catastrophique. Faut regarder la VO. C'était clairement destiné à un public enfant, là où X-Men 97 cherche plus vers le côté adulte, ado-adulte, je dirais, alors que la série de base est plutôt une série pour enfants, quoi. Oui, il y a pas mal d'humour, je crois, non, dedans? Oui, il y a pas mal d'humour, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une autre approche. Mais après, je crois que pour avoir des bons doublages de séries de super-héros des années 90, c'est qu'il y a que Batman. Je pense qu'il y a que Batman où les doublages ils sont bien, parce que Spider-Man, ça me fait rire, hein, avec le recul, mais c'était pas incroyable, je crois que le doublage FR de la série des années 90, j'en ai un souvenir assez drôle. Quoi. Le Caïd, il est culte. Non, mais le Caïd, il est culte, mais je veux dire, c'est goofy de fou, quoi. Enfin, c'est. Ah bah oui. Tu vois, alors que bon, Batman, il y avait Richard Darbois, tu vois, il y avait quand même un truc assez fou, quoi. Enfin, assez bien, quoi. Mais du coup, tu t'es tapé toute la série. Donc les 5 saisons. 5 saisons, ouais. Et tu as voyagé dans le temps jusqu'en 2024. Et tu vas nous parler de la production de la série X-Men 97, Ista. Il s'agit du premier projet X-Men de Marvel Studios depuis le rachat de la Fox par Disney. C'est Beau de Mayo, donc, qui est le créateur de la série, qui a notamment travaillé sur The Witcher, le cauchemar du loup, qui était le film d'animation sur Netflix. Il a aussi travaillé sur la série Moon Knight. À la réal, on a Chase Conley, donc, qui a travaillé sur la série d'animation Arc qui est sortie il n'y a pas longtemps, et Emi Yonemura, qui était un storyboard artiste pour le film Killing Joke et pour Batman et Harley Quinn. En studio d'animation, on a le studio Mir, donc, qui a aussi travaillé sur The Witcher, Cauchemar du Loup, mais aussi sur la série The Legend of Korra. Et on a Tiger Animation qui a fait plein de dessins animés de super-héros, voilà. Ouais, de notre enfance des années 2000. Donc j'ai regardé Teen Titans, ils ont fait la Ligue des Justiciers, le dessin animé Wonder Woman en 2007, et enfin une chier de films. Enfin voilà, donc ils sont assez familiers des films de super-héros en dessin animé. Même le studio Mir, parce qu'ils font My Adventure with Superman, par exemple. Donc, et au doublage, il y a eu certains interprètes originaux qui sont revenus, qui étaient sur la première série, qui sont revenus pour X-Men 97. Une partie reprenant le rôle de l'époque, tandis que d'autres ont des rôles différents. Notamment, je crois que c'est la voix de Cable qui faisait Gambit. Je sais plus, mais il y a un truc comme ça. Il y en a certains qui sont décédés, donc ils n'ont pas de retour parce qu'ils sont à la En même temps, ça fait 30 ans, quoi. Voilà, ça fait 30 ans que la série de base est finie, quoi. Donc, c'est normal de changer un peu les voix. Mais je voudrais revenir sur une petite polémique, tu vois, avant d'aborder la série. C'est que Beau Desmayo, du coup, le créateur, le age writer de la série, s'est fait virer, mais genre une semaine avant la sortie de la série. Ouais. Pour des raisons assez obscures. Il y a des raisons qui ont été données, mais que c'est pas des sources fiables, je crois. Enfin, c'est pas des trucs sûrs. Qu'il était un peu insupportable, etc. Mais c'est vrai que c'est extrêmement bizarre de se faire virer à une semaine de la sortie du show, surtout que, apparemment, il fait du bon travail et tout, donc je pense qu'il y a un truc derrière tout ça.
peut-être qu'on le saura un jour, je sais pas. Bah, c'est pour ça que moi j'ai du mal avec les gens qui disent oui, re-embaucher Beau de Maillot parce qu'ils voient que la série a réussi. Je suis en mode, les gars, vous savez pas ce qui s'est passé, quoi. Enfin. Ouais. Parce qu'on sait que des fois, Marvel, ils ont eu des problèmes durant la production. Bah, je pense à Edgar Wright sur Ant-Man, mais c'était avant que le film soit fait, quoi. C'était des différences artistiques en mode, lui, il voulait faire un truc, il voulait faire autre chose. Du coup, voilà, ça a pas matché, ils se sont quittés. Alors que là, ils ont fait la série, il a même écrit la saison 2, il était vraiment impliqué. Là, il s'est fait virer du jour au lendemain comme ça. C'est qu'il y a vraiment quelque chose je sais pas ce qui s'est passé. On pense à certaines choses, évidemment, vu le climat actuel. Mais ouais, là, c'est chaud, quoi. Et je pense qu'on en saura plus dans peut-être les mois à venir, les années, j'en sais rien. Ouais. Moi, je pensais que t'allais revenir sur la polémique sur les fesses de Rogue, mais ok, d'accord. C'est quoi? Il y a une polémique dessus? Oui, il y en a qui disaient elle a les fesses toutes plates dans les trailers de X-Men 97. Parce que t'as un plan dans la série de 92 où on voit ses fesses, là, allongées par terre, il y a Apocalypse de Roel et des grosses fesses, tu vois. Bon, d'accord, bon, écoute, et voilà. Si tu veux, je vais même pas commenter. Il y a les incels qui sont partis en couilles sur Twitter, quoi. Bah, tu sais, c'est les mêmes qui, sur Mass Effect 2, tu sais, quand il y avait le remake qui était là, Miranda, on fait des plans sur ses fesses, enfin n'importe quoi. Alors, bref, c'est pas des débats qui m'intéressent personnellement. Ah bah non. Bah, on va passer à la critique, Ista. Oui. Mais avant, la bande-annonce. Avec moi, mes X-Men. Magneto. Voici le testament de Charles Xavier contenant ses dernières volontés. Tout ce qu'il a construit durant sa vie est maintenant à moi. Les X-Men, groupe de mutants aux dons extraordinaires, s'efforcent dans les années 90 de protéger un monde qui les déteste et les craint profondément. Les voici confrontés comme jamais auparavant à un avenir dangereux et inattendu. La série de 1992 nous avait quittés avec Charles Xavier qui meurt, il me semble. Et donc du coup, on va suivre les personnages des X-Men. Oui, mais on en reviendra dessus de toute façon. Les X-Men doivent gérer avec la mort de Xavier, et donc voilà, et toutes les responsabilités qui en découlent. De toute façon, on en a déjà dit plusieurs fois, on l'a pas dit au début, mais on spoil, voilà, les séries. Donc si vous êtes arrivé à ce niveau-là, on va vous spoiler la série, voilà. Donc voilà, et Ista, je vais te demander comme traditionnellement, qu'est-ce que tu penses rapidement de la série, toi? Bah écoute, moi c'est parfait, quoi. J'ai l'impression que j'étais un des seuls à y croire, tu sais, quand je voyais les réseaux sociaux et tout le monde était en mode ouais, ça va être nostalgie bait, machin, ça peut être intéressant, machin, et ouais, je suis très content de ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont réussi à reprendre la série de 90 tout en la remodernisant, quoi. Ce qui est bien aussi, je trouve qu'on peut la suivre sans avoir vu la série de 90, quoi, et c'est pas plus mal. Je trouve que ça reprend vraiment l'idéologie d'X-Men et le côté les questions sociétales sur le côté politique, le côté sur l'homophobie, le racisme, ce genre de choses. T'as des sous-textes un peu dans tous les dialogues. C'est vraiment bien, quoi. Puis t'as le côté un peu soap opéra avec tous les personnages que je retrouve dans les comics. Je trouve que c'est une super adaptation. C'est peut-être pour moi la meilleure adaptation des X-Men. En tout cas, c'est ce qui est le plus proche des comics. Pour moi, c'est la meilleure série Marvel, enfin du MCU en tout cas, depuis WandaVision, quoi. Donc c'est pour moi jamais au-dessus de tout ce qu'ils ont sorti chez Marvel Studios. Depuis Iron Man, c'est le mec. Non, ouais, je comprends, je partage un peu ton enthousiasme, pardon. Peut-être pas autant, quand même, faut pas déconner. Mais oui, effectivement, c'est une bonne surprise, parce que moi la série, je l'attendais pas vraiment, parce que la série de 92, j'avais vu des épisodes, mais j'étais pas vraiment attaché à la série. Quand la série a été annoncée, quand on a vu les premiers trailers, je dis ça a l'air de respecter la série, mais j'avais pas de hype vraiment, mais ça a été une bonne surprise très rapidement, hein, les 2 premiers épisodes. J'ai beaucoup aimé, même si je m'y attendais pas du tout. Et ouais, effectivement, ça reprend toutes les thématiques des X-Men qu'on avait. C'est un ton plus adulte qu'on pourrait le croire, et ça assume son côté comics, quoi, à fond. Et oui, il y a des super persos, c'est plutôt bien écrit, même si j'ai quelques petits bémols à faire sur certains trucs. Mais voilà, et même au niveau visuel, la série m'a quand même plutôt bluffé, parce que quand tu vois les trailers ou le début du premier épisode, tu sais pas trop, tu te dis je sais pas si ça va accrocher, et en fait c'est super ce qu'ils ont réussi à faire, donc ouais, c'était plutôt une bonne surprise. Moi je trouvais cet X-Men 97, mais on va peut-être commencer avec le truc le plus important, je pense, de la série, Ista. Le générique, quand même, faut en parler.
Ouais, bah ouais. Bah, ils ont repris les génériques des années 90 en le modernisant, quoi. Avec, même la musique, elle est un petit peu différente. C'est la même, mais remixée, quoi, en gros. Ouais. Mais ouais, elle est super. Enfin, c'est toujours un super générique et il est toujours aussi bien. Et puis là, ce qui est vachement cool, c'est qu'entre chaque épisode, il y a des images inédites. Donc c'est toujours intéressant de le voir à chaque début d'épisode. Et, moi, j'aime beaucoup ce générique. Je le trouve très très cool. Voilà, c'est le genre de générique qu'on skippe pas. C'est ça. parce que la musique est trop bien, voilà. Et avec ces musiques synthé très années 90, dessins animés 80-90 que moi j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'aime bien cette vibe. Et puis c'est très coloré. On va parler quand même des visuels de la série. Donc c'est de la 3D qui mime un peu de la 2D en fait. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Donc les décors sont faits en 2D à peu près, je crois que si j'ai bien compris à peu près. Et les persos sont en 3D, souvent en mouvement. Je sais pas si c'est du cel shading ou quoi, je connais. Les persos sont toujours en 3D, je crois, c'est des modèles 3D. Hein. C'est ça, c'est des modèles 3D dans des décors dessinés, quoi, dans des décors en 2D. Donc ça se fait un peu souvent maintenant, mais ça mime vraiment l'animation des années 90 pour le coup. C'est ça, ouais. Mais c'est pas fait de la même façon. C'est pas fait de la même façon du tout, mais ça reprend vraiment l'esthétique. Déjà, c'est très coloré. Déjà, comme série. Et donc voilà, les costumes, enfin, tout le monde est jaune, violet, rouge. Tu sais, ils ont tous des trucs hyper colorés. Voilà, et c'est un style ils reprennent vraiment le style des comics, quoi. Si j'ai bien compris. C'était déjà le cas dans les années 90, mais comme ça reprend ce truc-là. En fait, ça reprend c'est l'ère de Jim Lee. C'est les costumes de Jim Lee qu'ils ont. Après, à la fin de la série, ils ont des costumes de plus vieux, je crois, des années 70, en fait. Donc ça reprenait Jim Lee, c'est quelle décennie? 90. Ok, donc c'était les années 90 et après, il y a une évolution dans certains costumes. Voilà. Après, au niveau de l'animation, faut quand même dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la série d'origine, mais c'est quand même... elle était un peu limitée quand même à l'époque, je pense. Et là, vraiment, on sent le gap technique, quoi. On sent quand même que c'est beaucoup mieux fait. Après, c'est 30 ans après aussi. Évidemment. 30 ans après, c'est sur une plateforme de streaming, donc t'as plus de budget aussi, je pense qu'à la télé. Oui, mais à l'époque, ils avaient pas beaucoup de budget, je pense, pour pas mal de ces séries-là. Il y a ça assume le côté comics aussi. Ça, c'est vraiment super parce que c'est un truc qui a été très reproché à MCU, je pense, que ça assumait pas le côté comics. C'est pas du tout terre à terre, mais tu vois, c'est un côté comics, mais ça adopte quand même un ton sérieux, tu vois. On n'est pas, y a pas énormément de vannes, il y a pas de vannes pour enlever les côtés dramatiques, quelque chose qu'on retrouve au MCU. Là, voilà, ça, c'est pas mal et ça reprend beaucoup des arcs des comics, même cette saison-là, je crois, parce que je crois que. Ah oui, plusieurs, oui, bien sûr. Mais ça reprend des arcs des comics des 30 dernières années, c'est ça? Alors surtout des années 90 sur la première partie, mais l'épisode 5, là, il commence à reprendre à partir des années 2000. C'est ça qui est bien, c'est qu'en 30 ans, il y a eu beaucoup de runs, et du coup, ils peuvent reprendre beaucoup de choses de ces runs-là, quoi. Donc c'est assez cool. Et ça assume beaucoup le côté comics aussi, qu'on a dit dans les tenues, mais aussi dans le côté cosmique, je pense, de la chose à un certain moment. Enfin, tu vois, ils vont dans l'espace, dans les trucs comme ça, ça part tellement loin c'est très comics, mais t'y crois, quoi, parce que dans l'univers dans lequel c'est dépeint, ça marche super bien. Et jusque dans le doublage, je trouve, là pour le coup, qui est abusé parfois pour certains persos, genre le Rogue, elle a une voix tellement spéciale, je trouve. Ah oui, Rogue, oui, mais c'est pas... Après moi je me suis habitué parce que c'était déjà elle dans la série d'animation et bon je me suis tapé 5 saisons avant, donc moi en fait ça me choque plus, quoi. Non mais ça m'a pas choqué, mais c'est hyper tu vois, tu verrais jamais ça en live, tu vois, ça serait ridicule, une meuf qui parle comme ça, tu vois, en live, alors que là ça passe, tu vois. Je sais pas, ouais. Mais tu sais, elle a un côté un peu Harley Quinn dans la voix. Je sais pas comment dire, mais... Oui, mais c'est l'actrice qui a d'ailleurs été une sénatrice, je crois, au Québec. Oui, je crois que c'est une Tixane, le personnage de Rogue, donc il y a un délire comme ça. Je crois qu'il y a un accent un peu spécial, en tout cas, quoi. Voilà, et je trouve ça, ça fait très comics, pour le coup. Et je pense aussi à Storm, elle a pas forcément une voix elle a une voix plutôt normale, mais elle a un phrasé, des dialogues qui sont très comics, où elle est là, elle se dit je suis la déesse de la terre et tout, tu sais. Elle se vante beaucoup, tu vois, et ça fait très comics, tu vois, des personnages qui parlent comme ça, alors que dans la MCU, dans les trucs comme ça, tu les verras pas parler comme ça, donc et je trouve ça vraiment cool d'avoir un truc qui se détache du MCU et de ce qui se fait des 10 dernières années, quoi. Ça c'est surtout ça, c'est que c'est une série faite par Marvel Studios au final, mais hors du MCU, quoi. En fait, je crois que c'est peut-être la première fois qu'on a ça, d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a autant de liberté, je pense, dans ce que ça raconte. Bon, après, liberté, ça reprend évidemment la série de 90, mais il y a quand même
ça se détache de ce qui se fait maintenant, quoi, et c'est plutôt bienvenu. Toi, l'animation, tu l'as trouvée plutôt bonne dans l'ensemble? Ouais, bah moi, rien qu'au début, quand il y a Cyclope qui se bat, là, et qui fait des slides, là, qui va vers le fond du décor, puis qui revient et tout, qui glisse, là. Ouais, c'est hyper dynamique, quand même. Ouais, de ouf. Moi, j'aime beaucoup. Et tu vois, je fais la comparaison avec Invincible. Moi, je trouve Invincible un peu figé, et là, je trouve que c'est au-dessus, quoi. C'est pas le même style après, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve quand même qu'il y a un truc qui est partagé avec Invincible dans les limites de l'animation, c'est que les scènes de dialogue sont un peu statiques aussi. Oui. Ils sont pas dégueulasses, hein, parce que Invincible, je trouve que, enfin, la dernière saison, il y avait des trucs où c'était pas très beau. Là, je trouve que c'est pas beau, mais c'est que c'est pas très dynamique, quoi. Ça bouge pas beaucoup. Parce que bon, voilà. Je pense que c'est très compliqué, tu vois, et ça prendrait beaucoup d'heures. Parce que ça, j'ai un peu l'impression que c'est dans toutes les séries d'animation, en fait, hein, parce que genre, moi, je parle beaucoup de Jojo, et Jojo, il y a aussi beaucoup de trucs fixes, d'images fixes et tout. Donc... Oui, bah bien sûr, mais je dis pas, mais du coup, il y a un contraste énorme avec les scènes de baston qui sont ultra dynamiques. Bah là, pour le coup, les séquences d'action, la première séquence d'action où on a tous les personnages qui se battent, avec Wolverine qui se met sur le dos de Gambit, etc. Enfin, je sais plus qui, tu vois, c'est Gambit qui se met sur le dos de Wolverine, ouais. Ça bouge dans tous les sens, et là, en plus c'est hyper flashy, donc c'est hyper bienvenu, je trouve. Et ça reprend beaucoup de la Japanimation, je pense, dans certaines séquences, comme beaucoup d'animés maintenant occidentales qui reprennent beaucoup la Japanimation, parce que je pense que c'est des gens qui ont grandi avec la Japanimation. C'est ça, et ça reprend aussi beaucoup du jeu vidéo. Il y a notamment beaucoup de références à Marvel vs Capcom, où on jouait les X-Men, et où ils avaient genre Cyclope, il faisait ces gros rayons de ouf là que tu vois dans le dernier épisode. Tu vois, c'est des gens qui ont grandi comme nous, quoi, qui ont grandi dans les années 90 sûrement, et qui sont très influencés par l'animation japonaise et les jeux vidéo, quoi. Et puis ça utilise beaucoup parce que c'est pas très statique dans les scènes de dialogue, par exemple, mais je trouve que ça utilise très bien les couleurs, je trouve, dans la série, pour le coup, parce que j'en fais beaucoup sur les couleurs, mais je trouve que ça permet de créer des très beaux tableaux, je pense, avec des très beaux contrastes de couleurs et tout, et je trouve que ça marche plutôt bien, que ce soit dans les scènes d'action ou pas, d'ailleurs, hein, je trouve que ça marche super bien. Et en parlant de ça, la DA est super, quoi. Les caractères design, les costumes, je pense aussi aux méchants, aux monstres, parce qu'on a un côté horrifique aussi à la série, et ce côté, enfin, tous les monstres qu'ils ont créés, etc., je trouve hyper bien fait et assez flippant, et qui dénote beaucoup du côté flashy de la série, quoi, parce qu'on a un personnage qui hante un peu Storm, par exemple, qui est assez flippant, assez sombre, et ça marche, le contraste marche super bien, et je pense au pouvoir de chaque personnage qui les rend uniques, en fait, que ce soit leur costume qui les rend uniques, mais aussi leur pouvoir. Je pense à Jubilé, par exemple, qui fait des explosions de feux d'artifice, et donc du coup ça fait une explosion de couleurs. Magneto, il a son costume rouge qui est très significatif de lui. Enfin, chaque perso a un élément visuel qui est bien à lui, quoi. Et ça, je trouve que ça marche super bien, quoi. Au début, il a pas son costume rouge, il a le costume violet. Oui, violet, rouge, enfin, je sais pas trop, mais... Non, mais tu sais, avec le gros M et tout, parce qu'il change de costume à la fin. Mais oui, c'est vrai. Mais au début, il a le costume violet... un peu bizarre là, avec le gros M énorme sur son torse là. Ouais. Oui, les chara-design sont super. Ça a repris un peu le style des années 90, mais c'est quand même différent en fait. Si tu regardes, c'est plus simplifié peut-être, je dirais, dans la série X-Men 97. Mais ça marche super bien. Et puis oui, ça. Après, c'est les designs de Jim Lee, hein, les costumes et tout. J'aime beaucoup le nouveau, moi. Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas Polaris. Non, le mec, le nouveau qui a... Oui, donc Roberto D'Acosta, tu parles... Sunspot. Voilà, enfin, quand à la fin, il utilise son pouvoir à fond et qu'il devient un truc de couleur très spécial, il est vraiment très très beau, quoi. Et Cyclope, enfin, il a un flow de malade, quoi, avec ses lasers. Et je voulais revenir quand même sur le côté horrifique pour en parler, parce que dans l'épisode 3, c'est un épisode qui est presque quasiment horrifique du début à la fin, où on a des monstres qui prennent possession des objets, et c'est un truc que je m'attendais tellement pas à voir dans cette série, tu vois, où il y a un côté un peu japonisant, ou sur, tu sais, les... Oui, les esprits, ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Qui prennent possession d'objets, quoi. Il y a un peu de truc de possession qui est assez bien fait, quoi. Et où les objets se deviennent animés, ils deviennent avoir des yeux et tout, c'est hyper flippant, quoi. Et ça marche super bien. Il y a des trucs qui se passent dans la télé, il y a l'ascenseur et tout, ouais. C'est ça. Et puis il y a le côté tornade aussi qui est un peu flippant. Il y a même à la fin, il y a c'est des zombies un peu, hein, on va pas se mentir, certains méchants. Je crois que c'est Trask qui revient à la vie et qui en fait, et qui est un espèce de zombie. En fait, un sentinelle, quoi, mais qui est un espèce de zombie qui revient à la vie. Donc il y a un côté horrifique qu'on n'a jamais vu dans les X-Men, enfin que j'ai rarement vu. Pas au cinéma, non, en tout cas. Non. Pas au cinéma, quoi. T'as quelque chose à rajouter peut-être sur les visuels avant qu'on passe aux intrigues, peut-être?
Ouais, non, j'ai pas spécialement quelque chose à rajouter. Ok, et la série, tu la trouves bien rythmée? Ah, moi je l'ai trouvé plutôt bien rythmé, ouais, au final. Même si j'ai eu juste une baisse à l'épisode 4, mais c'est remonté direct après, puisqu'après il y a le banger qui arrive. Mais ouais. Bah oui, après l'épisode 4, je pense que c'est le moins beau, on peut en parler. C'est l'épisode où Jubilé et Roberto da Costa se retrouvent dans le jeu vidéo. Et en fait, je trouve que visuellement il est super, parce que ça reprend le style arcade. Encore une fois, il y a oui, il est chouette. super idées encore visuelles, et toujours très coloré d'ailleurs. Et je trouve que en fait, ça marche moins bien parce qu'il y a un côté filler en fait à cet épisode-là, où en mode ça développe Jubilé et Roberto da Costa et leur relation et tout, mais en fait il y a tellement une intrigue principale qui se fait à côté que ça dure 10-15 minutes et en fait on n'en reparle plus. Et du coup ça donne un rythme bizarre à l'épisode, je trouve. Ouais, en fait ils ont voulu faire un hommage à la série des années 90 parce que c'est un épisode avec le personnage de Mojo. Et en fait dans chaque saison t'avais un épisode avec le personnage de Mojo qui les faisait rentrer dans une télé-réalité ou ils faisaient des séries télé ou des trucs comme ça. Et en fait c'était déjà des épisodes un peu filler à l'époque, et en fait ils ont juste refait ça, mais ouais, ça n'a jamais été les épisodes les plus intéressants de la série. Bah ouais, mais c'est pour ça que je trouve que c'est un peu, ça sort un peu nulle part, tu vois, quand ça arrive. Sort un peu nulle part, mais ça développe quand même tu vois, un pouvoir pour Jubilé qui va être réutilisé dans l'épisode final par Jubilé, au final. Ouais, bien sûr, mais c'est juste que je pense qu'il y a une intrigue principale et des intrigues secondaires qui sont super intéressantes, que quand il y a une intrigue qui est un peu en dessous, elle se ressent directement, tu vois. Pour le coup, oui, et même de la manière dont elles sont découpées. T'as envie de voir l'équipe aussi, je pense, dans cette série. C'est ça. C'est parce que certains épisodes, ils sont découpés un peu bizarrement, ou genre, t'as 2 ou 3 épisodes en un. Tu sais, je sais pas comment dire. Bah, c'est le 4 et le 6. Voilà, le 4 et le 6 aussi. Et soit elles sont pas vraiment intéressantes. Là, je trouve que cette intrigue, elle était pas très intéressante. Mais il y en a une qui est intéressante. C'est celle de Storm, tu vois. Mais elle est découpée à côté avec des choses qui sont peut-être plus intéressantes. Et du coup, ça fait un décalage, je trouve, tu vois. Donc tu te retrouves avec elle qui est un peu j'aime beaucoup son parcours et tout, mais bah tu fais le contraste avec l'autre intrigue et tu fais ouais, mais je préfère quand même regarder l'autre intrigue. Et en plus, enfin l'épisode 6, le problème c'est qu'il arrive après l'épisode 5 qui est le plus intense, je pense, émotionnellement et le plus gros bout, mais bah t'as une retombée directe avec cet épisode-là, et bon bah malheureusement c'est elle qu'empathie, quoi. Ouais. Et le fait que son histoire soit divisée dans 2 épisodes, c'est un peu bizarre comme choix, je trouve. Et moi je pense qu'ils auraient mieux fait de faire un épisode complet sur Storm, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'après tu suis dans le 6 tu suis Storm, et à côté t'as l'histoire de Xavier, et moi Xavier ça m'intéresse quand même pour savoir oui, aussi, et tout, donc bon. Bah celui-là c'était compliqué parce que ça c'est pour quelqu'un qui a pas vu du tout la série de 90-96, c'est qu'en fait tu sais pas du tout ce qui se passe en fait, et là t'as un mélange de 2 intrigues qui sont pas les plus intéressantes, et Charles Xavier, en fait le truc c'est que c'est difficile de s'impliquer quand t'as pas vu la série de 96, c'est impossible de comprendre tout ce qui se joue en fait dans l'espace et tout, et je pense que cette intrigue elle est hyper bien pour les fans de la série de base, mais que pour les gens qui sont pas habitués, qui ont pas du tout vu ça, bah c'est un peu compliqué, quoi. Et d'ailleurs je vais en parler, je vais quand même le dire, même si je pense que ça correspond à très peu de personnes, je pense que quelqu'un qui ne connaît rien aux X-Men, il va rien capter de cette série, tu vois. Genre vraiment il va être à l'ouest. Je parle de vraiment quelqu'un qui n'a aucune notion de qui connaît pas les films, oui. Parce qu'il y a des intrigues, des trucs, genre il y a plein de caméos, de références. Si tu connais absolument rien, bon, c'est difficile de trouver quelqu'un qui connaît maintenant absolument rien aux X-Men avec tous les films, tout ce qui s'est passé, donc je pense que ça va, les gens vont s'y retrouver. Mais faut quand même avertir que c'est pas, c'est peut-être pas une série que tu peux découvrir direct sans avoir connu aucun X-Men, je pense. Je sais pas, je suis pas sûr. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un qui connaît rien et qui regarde, et est-ce qu'il comprend quelque chose. Bon, il comprendra peut-être pas l'épisode sur Xavier, comme j'ai dit, mais l'intrigue principale, je pense quand même que tu peux la suivre sans. Ouais. Enfin voilà, tu vois Cyclope qui, oui, il tire des lasers avec ses yeux. Enfin, il y a rien de compliqué, quoi. Donc, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a eu tellement d'intrigues avant l'arrivée de 97 que si t'as pas de notion de qui est qui, de quoi, où, ça peut être très compliqué à suivre, tu vois. Je pense. Parce que quand Magneto il débarque, tu vois, Magneto, tu comprends pas le passif. Bon, quelqu'un qui connaît pas Magneto ou Charles Xavier, je suis sûr qu'il a pas regardé la série. je pense qu'il y en a très peu. Tu vois, mais tu vois, il faut quand même avoir quelques notions, je pense, à ce niveau-là. Ouais, oui, je pense quand même un petit peu. Et je vais dire un des autres défauts de la série, même si c'est nécessaire, c'est que c'est très verbal, la série, disons. Il y a beaucoup de narration verbale. Pour expliquer ce qu'on sait pas, par exemple. T'as beaucoup de monologues pour contextualiser ce qui s'est passé et tout. Et c'est assez nécessaire, je pense, parce que il y a pas mal d'intrigues. Genre, je pense à Mr. Sinister, quand il débarque, ils te font un CV de ce qu'il a fait, tu vois, dans la vie. Mais c'est parce qu'en fait, si tu connais pas Mr. Sinister et que tu débarques là, tu peux pas comprendre. Donc c'est
nécessaire d'avoir ça. Et je pense, enfin j'espère que les prochaines saisons, ce sera quand même, là maintenant que c'est bien installé, ce sera quand même un peu plus fluide, je pense. Ouais, c'est ce que je me disais aussi sur la saison 2, ça va être moins... Ils parleront plus de ce qui s'est passé dans l'X-Men 92, quoi. Je veux dire, c'est bon, on a fait le tour. Encore, tu me diras, Apocalypse apparaît dans la série de base. Donc, oui, mais je pense que si c'est le gros méchant de la saison, tu peux diluer toutes ces informations bien tranquillement dans la saison au lieu de faire un épisode où genre pendant 1 minute t'as Beast qui explique tout ça, tu vois. C'est un peu compliqué, quoi. Mais après c'est peut-être aussi le format qui fait qu'ils ont pas le temps, peut-être aussi, ou genre peut-être que les épisodes sont peut-être assez courts et qu'il y a énormément de personnages quand même, faut le dire. Donc je pense qu'il y a certaines intrigues où ils sont obligés d'aller un peu plus vite, et même je le sens des fois que il y a certaines intrigues où ça va un peu trop vite. Genre alors ouais, l'épisode 3 va un peu vite pour ce que ça raconte normalement. Tu vois, genre c'est ça, parce qu'ils ont ils ont pas le temps, et encore les épisodes ils sont plus longs que les épisodes de l'époque pour le coup qui faisaient 22 minutes je crois. Donc là ils ont quand même réussi à faire un truc, là t'as un épisode de 40 minutes à la fin quand même, à noter. Mais je trouve qu'ils s'en sortent bien pour le nombre de personnages qu'ils ont, qui est quand même fou, parce que chaque personnage a son moment en fait si tu regardes, et c'est ça qui est plutôt chouette. C'est ça, même s'il y a des personnages qui sont beaucoup plus secondaires que d'autres, on va pas se mentir, et qui sont beaucoup plus mis en retrait, mais quand même le cœur, les personnages les plus importants, ils sont vachement bien mis en avant. Mais le côté rapide, je l'ai senti sur certains trucs, genre Professeur Xavier. Quand il revient sur Terre, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Genre il y a personne qui fait mais attends, mais Xavier t'as envie et tout, ils font ah putain t'es là et tout, et genre comme s'ils avaient pas le temps. Après c'est pour ça que je te reprenais au tout début du podcast, parce que en fait il est pas mort à la fin. Et moi ça c'est un truc que je comprends pas trop, c'est qu'à la fin de la série originale il meurt pas en fait. C'est que Lilandra le prend et l'emmène dans l'espace, tu vois, et ils sont au courant les X-Men normalement, et je comprends pas pourquoi au début ils disent ouais il est mort et tout. C'est très bizarre, quoi. Tout le monde dit qu'il est mort en tout cas. Il y a personne qui dit qu'il est pas mort, donc c'est assez bizarre. Après je pense qu'ils ont pris ce truc là pour développer l'intrigue de Scott qui doit avoir la responsabilité et tout ça et tout. C'est plutôt pas une mauvaise idée, mais c'est juste que quand il revient, moi je m'attendais à ce qu'il fasse putain il est encore en vie et tout, et ils font non vas-y, salut Pessard là, comment ça va. Bon après je sais que c'est des comics et ils reviennent tout le temps à la vie, mais pour moi quand même, quoi. Et Rogue à la fin aussi. À la fin, elle change de temps et elle revient en 2 secondes, et tu t'as même pas d'explication. Oui, elle est Roberto, ouais. Mais là, je chipote quand même, parce que je pense que c'est juste que il y a pas le temps, mais je trouve qu'ils s'en sortent super bien, quoi. Et on va parler quand même d'un truc important dans les X-Men, c'est les X-Men eux-mêmes, je pense, c'est ça. Pour le coup, je trouve que c'est assez bien de la série d'introduire quand même des X-Men qu'on n'a pas forcément vu, du monde des X-Men qu'on connaît pas forcément. Je pense à Ricardo D'Acosta, c'est ça? Roberto D'Acosta, ouais. Ouais, lui, un nouveau perso, on n'était pas dans la série originale. Hein. Solaris, c'est ça, et même le méchant. Non, Sunspot. Polaris, c'est un autre perso. Mais non, c'est qui Solaris? Ah non, pas Solaris. Attends. Ah non, il s'appelle Solar en VF et il s'appelle Sunspot en VO. D'accord, c'est peut-être moi j'ai cru qu'il s'appelait Solar. Enfin bref, en tout cas ce personnage-là qui est assez nouveau, et je pense aussi à Bastion, qui est un méchant que j'ai jamais vu en fait Je connaissais pas non plus. Tu vois, genre c'était un truc assez original, donc c'est assez bienvenu quand même de pas, parce qu'il y a quand même des persos qui reviennent, genre Mister Sinister qui est assez connu, qui vient, mais en même temps voilà, ils ont un peu leur propre un peu de nouveauté dans tout ça. Et tu l'aimes bien ce groupe? Tu trouves qu'ils ont bien réussi à créer ce groupe des X-Men, Ista? Tu trouves mieux que dans les films? Largement mieux. Moi, je trouve que là, il y a une cohésion d'équipe, il y a des vraies relations entre les personnages, il y a tout le côté famille autour de Scott. T'as Beast, j'aime beaucoup Beast, il y a plein de persos qui sont trop cool. Rogue, qui est pour moi une des plus intéressantes de la saison, le personnage de Rogue. Clairement. Notamment que sa relation avec Gambit et Magneto, tout ça, tout ce qui se passe autour de ça. Bon, Jubilé Roberto, c'est peut-être le moins intéressant au final. Ouais. Mais à côté, Beast, j'aime bien. Je trouve que j'adore ses dialogues, j'adore quand il parle. Beast, j'aime beaucoup son doublage et tout. Je trouve qu'il est super cool comme personnage. Après Bishop, j'étais un peu déçu, mais au final, je comprends son utilité. Mais en fait, il fait pas vraiment partie de l'équipe au final, Bishop, quoi. Il s'en va à l'épisode 3. Et puis bon, il y a déjà assez de personnages aussi voilà, c'est ça. à développer pour le coup. Morphile est là pour faire des caméos, des easter eggs. C'est rigolo. Mais Rogue, Gambit, Cyclope aussi, très très contente Cyclope. Jean Grey aussi, ça fait plaisir parce que dans la série d'originale, elle faisait que de s'évanouir. Bon là, on la voit un peu plus à sa juste valeur. Cyclope et Jean Grey, ils ont été un peu maltraités aussi. ouais, aussi. Et Storm aussi. Storm, j'aime beaucoup. Non, franchement, c'est très cool, quoi. C'est très cool de les voir comme ça, quoi. Ils ont réussi vraiment à créer une cohésion de groupe assez sympa, quoi. Enfin, on sent que c'est une vraie famille, ils ont une vraie synergie, que ce soit dans les discussions, parce que tu sais, on sent le relationnel directement de certains personnages.
Tu comprends pourquoi Gambit il parle avec Rogue, qui elle aussi parle avec Magneto. Enfin, tu sais, qui s'aime pas Logan et Cyclope, tu comprends direct que il y a un petit fritage, mais en même temps avec Jean Grey il y a un côté enfin, tu vois, tu comprends tout de suite les relations entre les persos, qu'il y a un vrai vécu entre eux, et ça le sort aussi dans les combats, parce que dans les combats ils ont l'habitude de se fight ensemble, et dès le début, dès la première, une des plus grosses scènes d'action de la fin de l'épisode 1, je crois, en fait, ils sont en synergie totale, quoi. Je veux dire, le Gambit qui allume qui met de son pouvoir sur les griffes de Wolverine, tu sens qu'ils ont répété ça, l'autre qui va sur le dos de Beast, et puis qui s'enchaîne, et puis, tu sais, genre, c'est tellement fluide parce que, voilà, il y a une vraie synergie entre eux et ça marche super bien, quoi, dans l'animation, dans le visuel, quoi. Ouais, ils font plusieurs trucs comme ça. Il y a le Cyclope qui charge Bishop à un moment. Il y a plusieurs trucs, synergie dans les combats, ouais. Et je trouve aussi que les dialogues sont très très bien écrits, moi, entre les personnages. C'est vraiment un des points forts pour moi de la série. Ouais, il y a des très bonnes interactions, je trouve, et ils ont très bien exploité l'univers. Mais il y a un truc quand même que je voulais te dire, c'est que le groupe des X-Men, c'est quand même un groupe qui est super bien. Je pense que tu connais pas trop les comics, c'est parce que tu peux t'identifier forcément à un des X-Men, tu vois. Parce qu'ils te ressemblent pas tous, ils sont pas tous pareils, mais il y en a toujours un qui te ressemble, quoi. Forcément. Parce qu'ils viennent d'ethnies différentes, ils viennent de pays différents, ils viennent de statut social différents. Donc en fait, il y a forcément un X-Men auquel tu vas t'identifier, et donc ça marche super bien, quoi. Ouais. T'en as un, c'est vrai que c'est Cyclope qui est le leader, t'as Beast, il est plus sur le côté, tu sais, il a de la culture, il lit des livres, machin, le scientifique. Mais ils sont tellement différents les uns des autres, il n'y en a aucun qui se ressemble, quoi, que tu peux trouver forcément parce qu'en plus ils sont beaucoup, je sais plus, ils doivent être 7-8, que tu dois bien trouver quelqu'un qui te ressemble, effectivement. C'est ça. Et voilà, moi Cyclope, j'ai beaucoup aimé, parce que dans les films que j'ai vus, Cyclope c'est un peu un bouche-trou, pour le coup. C'est Logan qui pique sa meuf, qui pique le premier rôle, qui pique tout, donc c'est assez compliqué. Et là vraiment il doit il y a la mort de Charles Xavier, et donc du coup il doit endosser le rôle de leader. Et il a un bon duo avec Magneto par exemple, où lui Magneto prend le leadership malheureusement de la main de Cyclope, et du coup il va devoir gérer tout ça. Et on voit un côté assez sombre de sa vie, parce que il y a des problèmes familiales avec Cyclope, son bébé, sa femme et tout ça, donc il a énormément de problèmes, et il est extrêmement stylé parce qu'il se déplace avec ses lasers, et moi j'avais jamais vu ça. Et ça, je trouve ça fou qu'il arrive à bouger juste en projetant ses lasers. Il y a aussi un moment où il doit tomber et il se ratterrit il se rattrape avec ses lasers, c'est super, quoi. Il y a des super trucs. Je suis peut-être moins convaincu par Jean Grey, où je trouve que l'idée du clone, je trouve que ça va au final, ils en ont fait plutôt un bon truc. Mais quand je l'ai vu venir, j'étais un peu en mode, un clone, j'aime pas vraiment l'idée, pour le coup. Mais au final, je trouve son personnage qui est plutôt intéressant à la fin, quand il reste que Jean Grey en fait à la fin, parce que je me suis dit, ils vont jouer avec le truc des clones. Et en fait non, l'autre, son double meurt, et du coup voilà, elle redevient Jean Grey, même s'il y a une petite facilité à la fin avec elle, où il y a le Phénix qui sort de nulle part, qui arrive et qui sauve tout le monde. Ouais, mais je m'y attendais, parce qu'en fait ils arrêtent pas d'en parler tout le long de la saison, donc je me suis dit au moment on va voir le Phénix, quoi. Puis on la voit et puis c'est fini, quoi. Enfin, le Phénix. Oui, et puis il repart. C'était un peu spécial, tu vois. Et là, d'ailleurs, je pense que, tu vois, quelqu'un qui connaît pas du tout, là, il se dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois. Quelqu'un qui connaît pas du tout Jean Grey, le Phénix, là, il comprend rien, je pense. Je sais pas, parce que je te dis, comme je dis, ils ont plusieurs dialogues où ils disent, à un moment, elle parle avec Storm, là, elle dit, c'est l'épisode 2, je crois. Elle dit, j'étais possédée par une entité du Phénix, machin et tout. Donc je me dis peut-être que si tu peux comprendre quand même avec les dialogues des épisodes d'avant, quoi. Ouais. Après, je t'avoue que moi-même avec les dialogues et connaissant le Phénix, je sais toujours pas ce que c'est le Phénix. Le Phénix, normalement, c'est une entité cosmique qui prend possession de Jean Grey. Mais voilà. Oui, c'est un peu bizarre qu'il soit là, quoi. C'est un peu après, ce sera sûrement exploité la saison d'après, peut-être. Peut-être. On verra comment ça se passe. Mais pour moi, le MVP, c'est Magneto. Enfin, à chaque fois, de toute façon. Mais tout le temps, c'est lui le plus intéressant, quoi. Pour le coup, on retrouve un Magneto qui a changé, qui essaye de suivre vraiment Charles. Tu vois, Charles Xavier, c'est le chemin de la paix avec les humains. Mais malheureusement, il va devoir renoncer. Et d'ailleurs, j'aime bien ce jeu au début, où les premiers épisodes, on se demande, est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce qu'il manipule les gens? On n'est vraiment pas sûr pour le coup, parce que c'est Magneto, quoi. Donc on sait pas vraiment de quel côté il est. Et j'adore parce que Magneto, c'est le meilleur super-héros des X-Men, mais en même temps, c'est le meilleur super méchant en même temps. C'est ça qui est assez fou, je trouve, avec ce personnage, et on comprend parfaitement en fait son parcours, que ce soit son amour pour Rogue, ses pétages de câbles, le fait qu'il déteste les humains, on le comprend parfaitement, on sait pourquoi il les déteste, et on y limite un peu de son côté parfois. Et je pense sa relation fraternelle avec Charles Xavier, qui est un des meilleurs trucs, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, le même dans les films, même dans les films, et voilà, tout le monde a fait le parallèle avec Malcolm X et Martin Luther King, et oui, effectivement, ça fonctionne très bien, et
j'aimerais peut-être voir ça dans les MCU renouvelé, quoi. Charles Xavier, je trouve que c'est un peu... Enfin, il brille très tard, tu vois, parce que déjà il arrive tard. Il arrive tard, ouais, c'est ça. Déjà. Mais je trouve que vraiment dans le dernier épisode, quand il y a vraiment la relation Charles et Magnus, comme il l'appelle, qui est vraiment développée, c'est là où Charles est le meilleur, je trouve, et tout l'épisode où ils sont dans l'esprit de Charles Xavier, de Magneto, je trouve que c'est incroyable. Enfin voilà, c'est ça qu'on veut voir, quoi. Et pour revenir à Magneto, je pense que le triangle amoureux de Magneto, Rogue et Gambit, c'est la meilleure dynamique de la série, quoi. Même si j'aime beaucoup Cyclope, etc. Mais cette dynamique-là, elle est incroyable parce que tu comprends exactement pourquoi chaque personnage sont attirés par l'autre, pour le coup. Rogue, elle a une connexion physique avec Magneto, alors qu'elle ne peut pas avoir de connexion physique avec les gens, pour le coup. Ouais. Et elle a un côté mentor avec lui, donc on comprend pourquoi elle est attirée par lui, mais en même temps, on comprend la relation qu'elle a avec Gambit, il y a une relation plus psychologique, tu vois, plus mentale, mais elle est dans l'impossibilité d'avoir un contact physique avec Gambit. Du coup, elle est tiraillée entre ces deux sentiments, et la fin de l'épisode 5, c'est déchirant, quoi, parce que Gambit, il est super drôle, il est super classe, et t'as envie qu'il sorte avec Rogue, quoi. Mais tu sais que c'est impossible, et la finalité de Gambit qui se sacrifie, et le dernière ligne de dialogue de Malicia qui dit je peux te toucher maintenant, elle est horrible, quoi, tu vois, pour le coup. Franchement, c'était super bien trouvé, et vraiment cet épisode il m'a beaucoup marqué, quoi. Ouais, je pense que c'est le meilleur épisode de la série pour moi, le 5e, hein. D'ailleurs c'est celui qu'ils vont envoyer aux Emmy Awards, tout ça. J'ai été voir sur MDB, c'est le mieux noté, clairement. Et oui, pour moi c'est clairement le meilleur, c'est le plus chargé émotionnellement, voilà. Et puis Gambit, MVP de la série alors qu'il a fait que 5 épisodes. En plus on le voit pas tant que ça, mais il est mais déjà il a un charisme naturel, le doubleur il est super, et puis il est français, donc voilà, tu vois. Donc on aime bien. Et d'ailleurs c'est ça qui est bien, parce que c'est sa mort qui amorce franchement quelque chose à la série, c'est qu'il y a de la fatalité, quoi. Enfin vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là c'est sérieux, tu vois, genre la série, parce que avant, évidemment c'était bien, mais je sais pas, ça a donné du poids directement à la série, de voir ce personnage mourir. Est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va rester mort? Bon, on est dans les comics, peut-être qu'il va revenir, j'en sais rien, tu vois. Mais la manière dont c'est fait, la manière hyper triste, dramatique dans laquelle c'est fait, et prise au sérieux, moi ça m'a tout de suite capté, et le personnage de Rogue, il en est sorti grandi, et tu comprends direct pourquoi Rogue devient plus dark et adopte le côté de Magneto face aux humains, quoi. Ouais, clairement, ça donne beaucoup de relief à Rogue dans les épisodes d'après, qui fait que ça devient un des personnages les plus intéressants à suivre aussi, parce qu'elle est pas toute blanche, quoi, voilà. Et ouais, l'épisode 5, ça a été vraiment je pense que ça a été un vrai switch dans la série. Même pour certaines personnes qui regardaient, qui trouvaient ça juste sympa, tu vois. J'ai vu des gens dire juste ça sympa, et quand il y a eu le 5, c'est venu dire, ah ouais, il y a des enjeux de ouf, il y a des morts, des machins. Ouais, ok, ça rigole plus, quoi. Et donc le créateur de Mayo, là, il a fait une analogie avec le 11 septembre, voilà, qui est arrivé au début des années 2000 et qui a fait a plongé le monde dans un monde un peu plus sombre, quoi. Et c'est un peu ça ce qui se passe en fait dans la série, quoi. Clairement, on passe des années 90 un peu aux années 2000, quoi, au final. C'est ça. Je pense que ça a réactualisé les thèmes des X-Men qui sont presque intemporels, je pense, mais au goût du jour, je pense. Les thèmes de racisme, évidemment, hein, de tous ces trucs-là qui ont été remis au goût du jour, quoi. Comme si tu vois, ils ont pas contenté de rester dans les années 90, ils ont vraiment adapté le truc, et ça marche toujours super bien, les X-Men. Enfin, tu peux le faire maintenant, tu peux le faire il y a 20 ans, tu peux le faire peut-être dans 20 ans. Ça marchera toujours, quoi, les X-Men, je trouve. Oui. C'est toujours des thèmes qui parlent à beaucoup de gens, quoi. Oui, mais d'un côté, c'est un peu triste parce que bon, c'est. Oui, ça veut dire que bon, c'est toujours là, mais ça marche toujours, quoi. Tornade, je la trouve super, j'adore ses pouvoirs. Ouais. La séquence de vol à la Man of Steel, je la trouve super bien mise en scène et tout. Après, peut-être ils l'ont enlevé ses pouvoirs parce qu'elle était trop cheatée. Ouais, au début de la série, elle est vraiment cheatée. Mais du coup, tu voulais dire quoi? Non, mais justement, qu'à la fin de la série, elle est un peu moins, je sais pas, elle est un peu moins over, je trouve. Elle fait moins les trucs de ouf, j'ai l'impression. Ils ont moins mis le focus sur elle parce que elle est extrêmement forte, quoi. Mais son intrigue est intéressante quand j'y repense. Voilà, elle a vraiment un parcours de personnage de elle est diminuée, elle a perdu sa force et elle va la retrouver. Et c'est plutôt bien fait, mais c'est plus moi son couple avec, je sais pas comment il s'appelle. Avec Forge. Que je trouve hyper expéditif. Et, oui. Et ça arrive très vite. Hein. Ça arrive très vite, et quand tu compares avec la romance avec Rogue et Magneto et Gambit, forcément c'est moins bien. Donc en fait, Tornade, j'ai un peu de pitié pour son personnage, parce que je me dis, en fait, son intrigue est plutôt bien, mais elle fait pas le figure, mais en tout cas elle est moins bonne que ce qu'il y a à côté. Donc du coup ça me fait un peu mal au cœur, parce que je suis en mode, c'est pas mauvais, mais c'est juste que il y a mieux à côté, donc
le comparatif Par fait contre, mal. j'aime bien sa relation, en gros, de sœur avec Jean Grey. Avec Jean, ouais. Ouais, je trouve qu'il y avait un vrai truc et qui se créait entre les deux. Et qui Mais c'est des vraies sœurs, très hein, c'est sympa. ça. Enfin, c'est des vraies sœurs. Ils ont grandi ensemble, c'est ça? Je crois pas, je sais pas. Non, je crois pas. C'est pas des sœurs? Non, parce que je me demandais, parce que oui, c'est vrai qu'ils ont un truc très fraternel, enfin, je sais pas comment on dit pour les... Cisternel. Cisternel, ouais, je sais, mais je pense que c'est fraternel aussi, on dit. Mais ouais, bah, ça marche super bien, quoi. Que ce soit des vraies sœurs ou pas, d'ailleurs. C'est pas grave, on comprend direct qu'ils ont une relation assez forte. Et, comme t'as dit, je pense qu'il y en a qui sont un peu, qui en pâtissent un peu. Je pense pas, par exemple, à Beast, parce que Beast, il est clairement traité comme un personnage secondaire, qui a pas vraiment de développement et tout ça, mais enfin il est surtout là pour expliquer des choses, Beast, on va pas se mentir. Mais c'est un peu son rôle, tu vois, je veux dire, il est à cette place là, et c'est comme Morph il est un peu drôle, il fait du fan service et c'est un peu sa place. Ils vont pas trop le développer ou quoi, mais ça me dérange pas vraiment, tu vois, pour le coup, parce que ouais, pareil. Bah, ils ont été un peu présentés comme ça, quoi, tu vois. Et Bishop, pareil, je m'en fous un peu, tu vois. Même si j'ai une petite histoire d'amour de Morph, il est amoureux de Wolverine, mais c'est très léger, quoi. Oui, c'est très léger. Peut-être ce sera développé plus. Voilà, ça lui donne un peu plus de profondeur au perso, mais c'est pas non plus. Enfin, je sais que le focus c'est pas sur lui, et de toute façon, c'est pas grave. Mais effectivement, comme toi, je pense que Jubilé, Ricardo D'Acosta, ils en pâtissent beaucoup parce que c'est les moins intéressants potentiellement. Parce que Jubilé, je la trouve cool. En fait, tous les personnages, j'en ai aucun que je déteste dans les X-Men, hein, on va pas se mentir. Mais son épisode, c'est un peu le moins bon. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle passe de la jeune, parce que je pense que c'était la jeune recrue à l'époque, à un peu mentor du nouveau, tu vois, pour le coup. Et lui, Ricardo Da Silva, je pense qu'il est intéressant, parce qu'il y a une révélation qu'il a aux parents qu'il est un mutant, et ça fait très discours LGBT, de confession, de mecs, enfin de personnes LGBT à ses parents, parce que il est stressé, il dit j'ai un truc qui est en moi depuis longtemps. Enfin, c'est exactement, je crois qu'il y a dans X-Men 2, il y a exactement le même discours aux parents, ou c'est dans le premier, je sais plus. C'est dans 2, ouais, qu'il y a un personnage qui fait un coming out, c'est Iceberg. Ça ressemble énormément à ce passage-là, donc qui a un genre de discours de coming out, et ça c'était plus intéressant, mais c'est pas assez exploité en fait. Et puis ça arrive très tard, je crois que ça arrive genre l'épisode 7 ou 8, alors que ça commence à monter vers la fin de la série, des enjeux, et tu fais ça m'intéresse moins, quoi. Et puis il y a une flopée de personnages très tertiaires qui apparaissent pas beaucoup mais qui sont très sympathiques. Je pense à Diablo qui est pas très Diablo il rejoint quand même l'équipe, quoi. En fait il remplace Gambit, quoi. Et oui, mais il rejoint tard, il a pas vraiment d'intrigue spéciale, il est extrêmement stylé avec 3 sabres, c'est un truc de fou. Et ses effets de téléportation sont ultra stylés, mais voilà, il est juste stylé pour l'instant, tu vois, il a pas vraiment d'intrigue, même s'il a un côté religieux, sage, très sage. Ouais, j'aime bien quand il parle à Rogue, ou quand il parle à Jean Grey, tout, de la famille, tout ça, du sang, machin. C'est vachement bien, je trouve. Oui, il a un côté conseiller qui marche super bien, mais voilà, c'est des personnages tertiaires, et il y a je sais pas combien de caméos dans la série, tellement c'est un truc de fou. Il y a Spider-Man, il y a Captain, il y a Iron Man, enfin il y a une flopée de caméos Daredevil, oui. Mais ça c'est repris de l'ancienne série où il faisait pareil dans les épisodes en plusieurs parties, où t'avais un moment, t'avais une grosse menace, la Terre qui allait pratiquement exploser, et tu voyais Thor, tu voyais Iron Man qui faisait un petit truc, tu voyais Spider-Man, voilà, c'est juste ça en fait. Oui, comme ils peuvent utiliser les persos qu'ils veulent quasiment, donc c'est plutôt cool, quoi, franchement. Après, t'as quand même eu Captain qui a eu un petit rôle dans la série Captain America. Voilà, avec un doubleur et tout, quoi. Parce que, tu sais, Daredevil part pas, Iron Man ne part pas, ils ont pas de doubleur, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a que Captain qui a un petit rôle à un moment. Captain, et il y a Black Panther, il y a Chaka qui a un petit dialogue. Enfin, après, il y a Doctor Doom vite fait à la télé. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça, mais c'est pas des vrais rôles. Mais bon, peut-être, potentiellement, on aurait d'autres adaptations. Spider-Man, je pense que c'est possible que ça arrive. C'est très fortement possible que même que ça arrive, que la série des années 90 arrive. Peut-être les 4 Fantastiques, peut-être, je sais pas. Après, ils ont une série qui arrive là sur Spider-Man, qui a rien à voir avec la... Oui, mais je pense que ça... L'un n'empêche pas l'autre, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, en tout cas, ça m'étonne pas qu'ils y réfléchissent là-bas chez Marvel Studios, en tout cas. Je pense aussi. On va peut-être finir avec les méchants, quand même. Il y en a 2-3... Il y a le personnage de Bastion. Tu sais qu'on n'a pas parlé de Wolverine. Ah merde, c'est ça que je voulais dire. Mais du coup Wolverine, je trouve très en retrait. Voilà, on va pas se mentir. Mais en même temps, est-ce que c'est pas plus mal? Moi je me dis que c'est pas plus mal. Après j'espère qu'il aura un vrai arc peut-être dans la saison 2. Mais là on sort de films où c'était toujours lui le perso principal pratiquement. Il a eu 3 films pour lui. Plus, hein. Enfin, je veux dire, tu fais le compte, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, il est au centre. Même X-Men Days of Future Past, il est central au film, il a eu Logan. Là, il va être dans Deadpool, tu vois, le 3. Enfin,
Wolverine on a quand même bouffé pendant 20 ans, quoi. Au bout d'un moment... C'est ça. C'est bien. C'est pas plus mal de le mettre en retrait et de mettre les autres comme Cyclope et tout qui ont jamais eu, à qui on n'a jamais vraiment rendu justice pour que ça qu'ils deviennent populaires, ils deviennent ils commencent à avoir des vrais fans, quoi. Ils commencent à avoir des fans. Cyclope, il est aimé maintenant. Ouais, enfin, ouais. Et bon, après, vu ce qui se passe à la fin, peut-être que dans la saison 2, il aura tout un truc aussi, on sait pas, donc faut voir comment ça se passe. Est-ce qu'il a été téléporté, d'ailleurs? Je sais pas. Est-ce qu'il est... y a la fin de la saison. On voit pas Wolverine, on voit pas Storm et on voit pas Morph. Donc ils ont peut-être été téléportés encore ailleurs. Ouais, peut-être encore ailleurs. Mais pour parler des méchants, Bastion, c'était une bonne surprise plutôt. Bon, c'est pas le meilleur méchant des X-Men, mais en fait de voir un truc neuf, ça m'a fait du bien. Plus de voir un truc lié aux Sentinelles, etc. Je trouve que c'était un bon méchant de première saison, franchement. Bon, après il a des transformations et tout. Je pense que qui sont un peu sortis de nulle part à la fin, mais je trouve ça plutôt fun. Voilà, j'ai bien aimé plutôt les combats à la fin et même ses motivations de ce qui, lui-même qui est un mutant, mais qui est lié à la destruction des mutants. Enfin, je sais pas, c'est hyper sympathique comme personnage. C'est plus moi Mr. Sinister où j'étais déçu pour le coup. Parce qu'en fait, il fait un peu méchant, secondaire, genre un peu disciple de Bastion, quoi. Ouais, alors qu'à la base, quand ils avaient annoncé la série, ils en avaient parlé au Comic-Con, ils avaient présenté Sinister comme le grand méchant de la série. Mais en fait, pas du tout, quoi. Après, je pense qu'ils cachaient le vrai méchant aussi. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, Bastion est teasé tout le long de la série dès l'épisode 1. Hein. Il est dans la vision de Jean Grey. En fait, on voit un enfant. Et c'est le flashback qu'il y a plus tard dans la série. Quand sur Genosha, tu vois Magneto qui regarde un mec ou sur un balcon. Tu vois juste sa coupe de cheveux. En fait, c'est Bastion. Enfin, il est dans plein d'endroits comme ça. Et il l'utilisait depuis le départ, en fait. C'est super de revoir les épisodes quand t'as tout vu, quoi. Avec ce truc-là, ouais, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, Mr. Sinister, bon, voilà, il est un peu sur le côté. C'est un peu dommage. Après, il a une petite histoire avec Jean Grey, quoi. Oui, mais qui est pas déplaisante. C'est pour ça que les deux se battent à la fin, voilà. Quoi. Bon, tu sens qu'il est un peu, il est un peu en retrait. Bon, Ista, c'est l'heure de la fin. On va parler de quel est ton X-Men préféré, Ista? Quel est mon X-Men préféré? Ouais. Dans l'équipe de cette série. Ouais. J'hésite entre deux. Enfin, j'hésite même entre trois, en vrai. Parce que moi, ça joue entre Cyclope, Rogue et Gambit. Ouais. Qui pour moi sont les trois MVP de la série. J'ai envie de dire Rogue, parce que je suis très content de voir une Rogue comme ça, quoi. Ok. Après, ça se défend. Moi, je trouve qu'il y a plein de super persos. Bon, moi, je l'ai dit, c'est Magneto. Voilà. Je trouve que c'est le plus intéressant de tous. À chaque fois, il vole pour moi la vedette à chaque fois. Mais après, Cyclope, il démérite pas. Clairement, Rogue aussi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, il y a pas mal beaucoup de bons persos pour cette série. Et pour la saison 2, on aura Apocalypse, il me semble. Oui, d'ailleurs, tu disais que Gambit, il va pas revenir, mais là, moi, ce que je comprends, c'est que Gambit, il va revenir. Hein. Mais en tant que chevalier de l'Apocalypse, c'est ça? Ouais, en fait, t'as Apocalypse qui va à Genosha et c'est dans la scène post-crédit. Il va à Genosha, il prend une motte de terre et dedans, il y a une carte de Gambit. Donc, il va le ressusciter, de ce que j'ai compris de ceux qui lisent les comics, oui, en chevalier de l'Apocalypse, et il va être Death, quoi, la mort. D'accord. Bon, ce sera intéressant de voir ça peut-être dans la saison 2. Apocalypse, c'est un des plus gros méchants X-Men, je pense, en termes de menaces. De ce que je comprends, en fait, la saison 2, ça va être... En gros, on va suivre 3 timelines différentes, je pense. Celle du passé, où il y a Rogue, etc., là. Celle du futur, là. Il est pas encore méchant, je crois. Ouais, je crois pas. Mais en gros, Apocalypse, je pense, serait dans les 3 timelines. Celle du futur, celle du présent, celle du passé. Et qu'on construirait 3 équipes de X-Men sur le coup. Et ça sera une dynamique différente, je pense, de la saison. Ouais, ça va être intéressant de voir ça. Il était déjà présent dans la série de base. Hein. Je crois que c'était un des plus gros méchants de la série de base. Hein. C'est ça, c'est un des plus présents. Oui, la saison 4 qui était la vraie saison finale. Parce que la saison 5, les animateurs, ils ont même pas pu faire... Ils ont fait que 3 épisodes, je crois. Parce qu'en fait, ils ont renouvelé Fox Kids à l'époque, vraiment à la dernière minute. C'est une série faite à l'arrache... qui n'était pas vraiment prévu. Mais la saison 4, le final, en 3 ou 4 parties, je sais plus, 4 parties, je crois. C'est clairement Apocalypse, le grand méchant de finale de la série de base, quoi. Ok, on a hâte de voir ça, et voilà, je pense que notre avis est plutôt positif sur la série X-Men. Après, il y a des trucs que j'aurais voulu parler un peu, mais... Ah, vas-y. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font penser à des thématiques... notamment sur l'homophobie, ou sur le fait d'être quelqu'un de gay. Par exemple, tu vois le passage que tu disais dans le mental de Charles, de Magneto, pardon, dans l'épisode 10.
la façon dont ils parlent de ça en mode je suis mutant, je suis pas mutante, et ils veulent pas trop se l'avouer, machin, ça fait un peu comme si c'était un peu des hommes gays, tu vois, à l'époque des années 40, quoi, et que voilà, ça n'osait pas l'avouer, tout ça, parce que voilà, ils avaient des problèmes. Il y a encore ce sous-texte. Voilà. Qui est présent, qu'on peut transposer à ça, oui. Voilà, il y a plusieurs fois ce sous-texte-là, je trouve, notamment avec Bastion aussi. Bastion, il y a le côté un peu... comme il est un peu programmé, parce que c'est Nemrod qui est rentré dans le crâne de son père pour créer Bastion, il y a le côté un peu... le fils qui va suivre les directives et qui va suivre, en fait, les avis de ses parents, machin, etc. Tu vois. Contre ce qu'il est vraiment, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, oui, bah oui, c'est intéressant. Bah oui, du coup, ouais. Et je trouve qu'il y a de vraies thématiques adultes dans une série Marvel, et ça fait du bien, quoi. Ouais, non, mais Bastion, j'avais pas vu du tout. Mais oui, effectivement, maintenant que t'en parles, peut-être le mec, enfin, ça sort de mon cul, ce que je dis. Mais peut-être un gay, peut-être refoulé qui serait genre, qui suivrait la directive de ses parents, très autoritaire et qui est pas du tout ouvert à ces trucs-là, et du coup qui serait contre les gens qui seraient comme lui, et en fait parce qu'il n'arrive pas à s'avouer à lui-même ce qu'il est vraiment, en fait, au fond de lui, et un truc qu'il a renfoué. Donc ça pourrait être intéressant de il y a eu souvent des histoires d'homophobes qui faisaient des... Il y avait j'ai un film où ça parlait de... C'est que ceux qui faisaient les thérapies de conversion. C'est ça, ouais. Et le mec qui faisait la thérapie de conversion, donc en gros c'est un homosexuel, on le rend hétérosexuel, ça n'a aucun sens, mais bon. Et au final, le mec qui gérait ce truc-là dans le film que j'ai vu, qui est un biopic, en gros c'est une histoire vraie, et ben en fait le mec à la fin qui organisait ce truc-là, il s'est retrouvé à se marier avec un mec. Donc tu vois, oui, bah après ça arrive beaucoup que certains homophobes, c'est juste que c'est eux-mêmes n'ont pas pu exprimer leur homosexualité, et donc ils se retrouvent à martyriser des homosexuels ouverts, entre guillemets. Même si j'aime pas cette expression, mais voilà. Donc oui, il y a peut-être un peu de ça, hein, effectivement. Et bah on est plutôt dithyrambique, voilà, sur cette série qui est la bienvenue. On espère l'être autant pour Deadpool 3 qui arrive dans 2 mois. On verra si ce sera le cas. Avant de se quitter, Ista, on va parler des sorties de la semaine. Qu'est-ce qui sort cette semaine, Ista ? Oui, on a Furiosa, donc le nouveau film de George Miller, préquel de Mad Max Fury Road, avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Voilà, un film très attendu. Moi, je l'attends beaucoup. J'ai hâte de le voir. Ouais, bah moi j'avais adoré Fury Road, et les retours sont plutôt pas mal sur Furiosa, donc on verra ce que ça vaut, et on vous en parlera sûrement la semaine prochaine. Et on a la saison 2 de My Adventure with Superman, voilà, pour nos auditeurs américains, puisqu'il n'y a pas de sortie sur des chaînes françaises, mais la saison 2 sort cette semaine. Donc toi, Ista, tu vas la regarder, c'est ça ? Bah oui, mais pas de façon très légale, quoi. Mais après, j'espère Comment ça, qu'elle va arriver sur Max. t'as pas un pote américain qui t'envoie les épisodes Si, exactement. J'ai un pote américain, effectivement. Mais j'espère que ça va arriver sur Max quand Max arrive en France, parce que c'est non plus trop longtemps. Donc, c'est vrai que les épisodes pourraient sortir en Max, parce que c'est 1 par semaine, il me semble, en plus. Donc, Ouais, aux États-Unis ça sort sur Max. Hein. Sur Max et sur Adult Swim, donc il y a moyen, quoi. Donc il y a moyen que ça sorte sur Max. Et on va se quitter ici, Ista. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur Twitter, sur Instagram, à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine. On se dit à ciao, Ista. Ouais, à bientôt. Salut.